Bonjour Laetitia. Bonjour Cécile. Je suis ravie que tu sois avec moi pour ce podcast où on va apprendre plein de choses sur toi. Merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. Je suis hyper heureuse. Super. Écoute, alors sans plus tarder, on va voir comment ta ou tes méthodes se sont invitées dans ta vie. Alors, est-ce que je commence à dire quelle méthode ou est-ce que Non, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Alors moi, les médecines alternatives, ça a toujours fait partie de ma vie dans le sens où ma mère nous a toujours soignés avec des médecines naturelles, du Reiki, de l'homéopathie, etc. Enfin, des plantes, etc. Mais je m'y suis moi vraiment plongée, on va dire, immergée là-dedans à 27 ans quand j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Voilà, à 27 ans, en fait, j'ai un sein qui a triplé de volume du jour au lendemain et donc diagnostic cancer du sein. Et donc voilà, avec tout ce que ça implique en termes de traitement allopathique, donc chimiothérapie, radiothérapie, mastectomie, voilà, et d'autres choses. Et en fait, rapidement, j'ai demandé à l'oncologue qui me suivait ce qui avait pu en fait générer ça. Enfin, j'avais besoin de comprendre le pourquoi. Et je me suis heurtée à sa réponse qui était dans votre cas, on ne sait pas du tout. Vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, en bonne santé à part du coup ce cancer. Vous fumez pas, vous ne prenez pas la pilule, il m'a dit. Et il n'y a pas de prédisposition génétique parce qu'il avait fait des analyses. D'accord. Donc la seule chose qu'on voit, il m'a dit, c'est un choc émotionnel. D'accord. C'est bien, il commence à vraiment prendre ça en compte, hein. C'est bien. Ouais. Ils prennent ça en compte et en même temps, il n'avait pas d'autres réponses à m'apporter. Et là, je me suis dit, waouh, si quelqu'un comme lui qui était quelqu'un de très froid, pas très sympa pour être honnête, et qui ne croyait qu'en la médecine, c'est quand je lui posais des questions sur qu'est-ce que je peux faire en termes d'alimentation pour aider, qu'est-ce que je peux éviter, puisqu'on sait aujourd'hui que le sucre, par exemple, c'est à éviter du mieux qu'on peut quand on a un cancer. Lui, il me disait, non, il faut arrêter avec ces trucs d'hurluberlu, c'est n'importe quoi, vous mangez ce que vous voulez. Donc j'avais dit, bon, donc si je veux manger des burgers tous les jours, je peux. Il me disait, oui. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quand même un souci. Mais passons. Donc il m'a dit qu'il ne voyait rien d'autre qu'un choc émotionnel. Et je me suis dit, waouh, pour que lui me dise ça, c'est que je dois aller chercher de mon côté ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai besoin de réponses. J'ai pas juste besoin d'arrêter le feu, je veux pouvoir éteindre la fumée avant même que le feu démarre. Enfin voilà, bien comprendre quelle est l'origine. Bien sûr. Et c'est vraiment comme ça en fait qu'a commencé le voyage d'exploration de moi-même en fait. Et effectivement, tu vois, j'avais eu un choc émotionnel 3 jours avant d'avoir ce sein qui a triplé de volume, un gros choc émotionnel. 3 jours avant. C'est incroyable. Ouais, ça a été vraiment en un claquement de doigts. Et c'était il y a 3 ans. Enfin, c'était la veille de mes 28 ans, quelques jours avant mes 28 ans, et là je vais en avoir 31. J'en ai 30. D'accord. Et donc donc j'ai commencé à m'intéresser à d'autres médecines que je connaissais déjà, tu vois, dans l'idée que je m'en faisais, de ce qu'on avait pu me raconter, mais vraiment à les utiliser pour moi et puis petit à petit à commencer à me les approprier. Donc j'ai commencé, tu vois, à être suivie par une magnétiseuse qui m'a accompagnée sans me faire payer parce que elle faisait payer des clients et les personnes qui avaient un cancer, elle les faisait pas payer. C'était sa manière de faire. J'ai commencé aussi tout de suite à méditer tous les jours pour éviter de prendre antidépresseurs, anxiolytiques, etc. Voilà, donc, du coup, j'ai jamais rien pris. Bravo. Et ça m'aidait vraiment à dormir. Ça m'aidait à dormir, donc c'était vraiment génial sur ce côté-là. Et puis après, j'ai décidé de me former au Reiki pour couper le feu, on dit, pour éviter d'avoir des brûlures
avec les radiothérapies, ce qui a super bien marché. Ils étaient tous étonnés, ils me disaient mais je comprends pas pourquoi vous n'avez pas d'effets secondaires. En principe, il y a ou des boursouflures, ou des cloques, ou des brûlures, etc. Moi, j'avais absolument rien. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser, donc à me faire accompagner en coaching. Et de fil en aiguille, je pourrais même pas exactement te dire comment, un peu. C'est comme si c'était mis au travers de ma vie. J'ai découvert le Kambo. Je sais pas si tu connais, Cécile, ce qu'est le Kambo. Je ne connais pas le Kambo. Alors le Kambo, c'est une médecine d'Amazonie. En fait, le Kambo, ça désigne une grenouille qui vient d'Amazonie. D'accord. Et qui sécrète un venin. Et quand la grenouille est un peu stressée, elle va libérer ce venin. Donc voilà, on peut prélever le venin sans tuer la grenouille, sans lui faire du mal. Et on va en fait brûler la surface supérieure de l'épiderme pour apposer le venin et pour venir renforcer le système immunitaire et détoxifier de toutes les toxines qu'il peut y avoir. Donc moi, en étant en chimiothérapie, j'avais pas mal de toxines accumulées. C'est sûr. Mais tu l'ingères ? Non, tu la poses en fait sur la peau. D'accord, posée sur la peau à l'endroit malade. Non, là c'était sur le bras. C'était sur le bras et c'était sur 3 jours. 3 jours. Et voilà, avec le Kambo, j'ai découvert d'autres médecines ancestrales qui viennent d'Amérique latine. Et ce que j'ai vraiment trouvé incroyable et qui a vraiment été un tournant pour moi, c'est quand j'ai essayé le breathwork. Le breathwork, le rebirthing, donc qui est une technique de respiration qui peut amener à des états de modifier de conscience et qui va pouvoir aider à libérer des traumas, à libérer des émotions et en fait à revivre des traumas dans un cadre sécure pour vraiment les libérer et s'en détacher. Et en fait, avec ma première expérience de breathwork, j'ai eu une expérience aussi intense, sinon plus, que avec l'ingestion de médecine ancestrale avec des substances psychoactives. Et c'est là où je me suis vraiment dit, waouh, en fait, on a tout en nous pour avoir ces expériences de projection de conscience. On n'a pas besoin de prendre des choses à l'extérieur de nous. Et là, je me suis vraiment rendu compte en fait de la pouvoir du corps et la pouvoir de guérison du corps. Et de l'esprit. Et de l'esprit, ouais, voilà. Et du coup, voilà, c'est cette première session de mon effort que je me suis dit, waouh, non mais là, c'est incroyable. En plus, ça arrivait le jour où j'apprenais que j'étais guérie, qu'il n'y avait plus aucune cellule cancéreuse. Donc voilà, c'était un peu comme une renaissance pour moi. D'ailleurs, le thème de ce breathwork était renaissance. C'est pas moi qui l'avais choisi, c'était un breathwork à 100 personnes et c'était ça le thème. D'accord. Et je savais pas du tout que le rendez-vous que j'allais avoir, ils allaient m'annoncer ça. Enfin, c'était trop beau comme moment. Magnifique. Et du coup, après cette première séance, je me suis dit, ok, je veux me former à ça. C'est tellement puissant. Voilà, je me forme à ça. Et donc, j'ai commencé à me former à ça. Et en parallèle de ça, je continuais d'explorer pour comprendre l'origine et notamment ce qui m'a énormément aidée, c'est les constellations familiales. D'accord. Voilà, donc pour travailler vraiment sur l'origine transgénérationnelle des choses, pour travailler en systémie, ça m'a vraiment aidé à déterminer qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi j'avais eu ça, et mettre de la conscience là-dessus. Parfait. Donc on peut dire que là, tes méthodes, c'est le breathwork et c'est les constellations familiales systémiques. Oui, la méditation, ça c'est pour toi ou peut-être que tu l'enseignes aussi, je ne sais pas. Eh ben non, la méditation, je l'enseigne pas. Effectivement, comme tu dis, mes méthodes, c'est le breathwork et les constellations familiales que j'anime en groupe. Et plus récemment, c'est aussi l'hypnose que j'intègre à ma pratique du breathwork, que j'intègre ou je sépare suivant les cas. Et ensuite, moi, je me suis aussi formée à la transe cognitive auto-induite, une méthode de Corinne Sombrin, qui permet de créer une transe par sa simple volonté, mais ça, c'est vraiment pour moi. Donc, okay. Voilà. Tu as une belle trousse à outils, là, maintenant, hein ? Bravo. Oui, ça commence à... Oui, ça fleurit. Moi, je suis curieuse, du coup. Comment tu vois l'apport, justement, de l'hypnose dans le breathwork ? Comment ça se passe pour toi ?
L'hypnose va permettre en fait d'entrer en état l'état d'hypnose va permettre d'entrer en état modifié de conscience. Et en fait, on sait qu'en état modifié de conscience, on va avoir une meilleure perméabilité entre l'inconscient et le conscient. Tout à fait. Et du coup, voilà, quand il y a des blocages, quand il y a des traumas, etc., on va pouvoir parler à l'inconscient et voilà, se servir de l'inconscient, communiquer avec lui pour nous donner des infos et pour voilà, faire remonter ça au conscient. Et du coup, en breathwork, comme on est déjà dans un état altéré de conscience assez intense, que tu sais, on a différents degrés d'état modifié de conscience. Tu vois, par exemple, quand je vais faire la vaisselle, je vais déjà être dans un état altéré de conscience, mais assez léger. Assez léger, exactement. Merci beaucoup. Et après, tu peux voilà intensifier cet état modifié de conscience. Et en breathwork, on est déjà dans un état assez élevé de modifié de conscience, assez intense. Et du coup, on va pouvoir utiliser des outils de l'hypnose pendant la séance de breathwork, justement pour pouvoir dénouer ce qu'il y a à dénouer. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Vraiment, oui, très très intéressant. Merci Laetitia, c'est super. Je t'en prie. Alors là, du coup, tu nous as déjà parlé, j'imagine, de quel fut ton plus grand défi. Mais des fois, on me dit, non, finalement, il y en a eu un autre. Alors, je pose quand même ma question. Non, ouais, mon plus grand défi, ça n'a pas été le cancer en tant que tel, parce que le cancer en tant que tel, tu vois, si ça avait été traité sans ces méthodes très invasives de traitement allopathique, ça aurait pas été un problème en soi. Mon plus grand défi, ça a vraiment été le sentiment de perte de ma féminité. Et la réappropriation ensuite de ma féminité. Parce que tu passes par des chimiothérapies, donc il y a la perte des cheveux, donc en tant que jeune femme de 27 ans à ce moment-là, enfin de 28 ans quand j'ai commencé les chimios, j'avais 28 ans, ça a été un choc immense. Puis la perte de libido, toutes les muqueuses sont très 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 sensibles, donc voilà, c'est compliqué à plein de niveaux. C'est une coupure claire et nette. Voilà, exactement. Et puis il y a la médicalisation du corps où en fait c'est un peu comme si quand tu allais à l'hôpital, ton corps ne t'appartenait plus. C'est-à-dire que voilà, il est vu, déshabillez-vous, toc toc, on regarde, et en fait on a l'impression que c'est plus vraiment à nous, comme si on était dépossédé de notre corps. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et après ça, donc en plus de tout ça, il y a eu, moi j'ai eu une mastectomie, donc l'ablation d'un sein en entier. Et voilà, donc c'était encore plus, le sein qui est quand même un symbole fort de la féminité, la chevelure, le sein, voilà, ça faisait beaucoup de choses à 27 ans qui a vraiment affecté la perception que j'avais de moi-même. Donc ça a été un long chemin, ça a été assez compliqué. Et autre chose qui a été compliqué pour moi, c'était que en fait j'étais partie à un rendez-vous avec les médecins pour leur dire que je ne voulais pas faire cette opération parce que j'étais convaincue que j'étais guérie, que j'avais déjà plus de cellules cancéreuses, et eux avaient besoin de cette opération non pas pour enlever la tumeur qui restait, mais juste pour être sûr qu'il restait aucune cellule cancéreuse. Et finalement, ils ont tellement joué sur la peur, et moi j'ai été faible à ce moment-là, j'ai cédé à la panique, à la peur, qu'il reste quelques cellules cancéreuses, que j'ai cédé et que j'ai fait cette opération. Pour que finalement ils me disent qu'il ne restait absolument plus aucune cellule cancéreuse, et que voilà, ils étaient hyper étonnés. Et mon oncologue m'a dit c'est vrai que c'est assez rare. Voilà, il n'y avait absolument plus de cellules cancéreuses. Donc j'aurais pu finalement m'en passer. Donc ça a été aussi voilà un défi de libérer cette colère que j'avais contre le corps médical, que j'ai encore toujours un peu pour être tout à fait honnête, et que j'ai eu envers moi-même d'avoir cédé à la peur.
Oui, mais vraiment la peur quand elle est là, elle est omniprésente. Enfin, on se laisse influencer. Enfin, c'est quand même un petit peu logique que. Alors c'est vrai que ça t'a coupé dans ton élan de dire que au départ tu étais persuadée que tout allait bien et que tu n'avais plus de cellules cancéreuses. Et c'est Ouais. normal que tu sois en colère parce que finalement tu avais raison. Oui, c'est ça, j'avais raison. Après, voilà, je pense que rien n'arrive par hasard et le fait que du coup j'ai subi cette ablation du sein m'a mené vers un autre niveau de chemin de reconstruction, puisque c'était plus uniquement une reconstruction de ma féminité sur voilà la chevelure et puis il y a d'autres choses, mais aussi sur le corps physique qui se voit, enfin qui va plus changer à moins de faire une opération. Et je pense que ce chemin-là, il a été hyper puissant en termes d'apprentissage. Oui, tu le vois quand même un petit peu, quelque part, comme une bénédiction. Le mot est fort, hein. J'exagère. Ouais, le mot est fort et en même temps, je suis d'accord avec ça, en fait. C'est comme si, voilà, à l'époque, mon compagnon de l'époque m'avait dit tu verras que tout ce que tu vis, toute la douleur que tu vis, ça va être compensé en choses positives. Tu vois, comme un équilibre du yin et du yang, où ça va, voilà, tout le niveau de douleur, et ben tu vas connaître tout le niveau de bonheur. Équivalent. Et équivalent. Et j'étais super énervée contre lui quand j'entendais ça au début. Je disais, mais en fait, je fais des chimiothérapies, comment tu peux me dire ça, etc. Et en fait, je l'ai compris plus tard. Parce que parfois, voilà, on n'a pas le recul nécessaire pour se rendre compte des choses. Et je l'ai compris plus tard parce que, ouais, tout ce que j'ai appris via cette épreuve de la vie, comme beaucoup d'autres peuvent avoir, pas forcément médicale, mais sur plein d'autres choses, et ben, c'est tellement d'enseignements, c'est tellement riche et après, évidemment, ça dépend ce qu'on en fait, mais moi, si je devais revenir en arrière, je changerais rien, en fait. Oui, je comprends, mais c'est vraiment un beau témoignage. Merci, hein, vraiment merci Laetitia, c'est super. C'est super parce que quand on t'écoute, tu vois, ça peut donner envie, tout dépend où on en est, de notre cheminement. Enfin, oui, vraiment, merci de témoigner de cette façon-là, c'est super. Et alors, je vais passer à la troisième question. Et quelles sont les personnes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré et pourquoi ? Alors, les personnes qui m'ont le plus inspirée, eh bien, écoute, moi, j'ai pas de personnalité publique, tu vois, Cécile, qui m'inspire particulièrement ou qui m'inspirait à ce moment-là, en tout cas. Oui. Je dirais que les personnes qui m'ont le plus inspirée, c'est vraiment celles qui ont été là pour moi dans les moments difficiles, qui ont été vraiment présentes, même si moi, je demandais pas d'aide. Et notamment la personne avec qui je vivais à cette époque-là, qui a vraiment été en ligne de front, en première ligne, et qui me faisait méditer tous les soirs pour que je prenne pas d'antidépresseurs, etc., qui m'obligeait à méditer. Ça m'avait énormément aidé, tu vois. Oui. Et puis voilà, son soutien était incroyable, comme le soutien de mes amis qui se relayaient pour être sûrs d'être là le jour des chimios, le lendemain des chimios, le surlendemain des chimios. Enfin voilà, ils se relayaient, je sais pas comment ils s'étaient organisés, mais il y avait tout le temps quelqu'un qui était là juste pour être là avec moi. Je pouvais même pas vraiment parler. J'étais après des chimios, je vais pas revenir là-dessus, mais on se sent nauséeuse. Enfin, moi, je pouvais rien faire à part regarder au loin et je pouvais même pas regarder un film ni rien. Et en fait, j'aurais jamais espéré un tel soutien. C'était vraiment c'était que de l'amour en fait, et c'était que de l'amour et des personnes qui attendaient rien en retour, qui étaient vraiment qui étaient juste là pour moi, sans attendre de reconnaissance, etc. Donc voilà, c'est vraiment mes proches qui m'ont beaucoup inspirée.
Et quelqu'un d'autre qui m'a énormément inspirée, c'est mon ancien compagnon dont je me suis séparée il y a peu, que j'avais rencontré peu de temps avant l'opération de reconstruction. J'allais faire cette opération de reconstruction, tu vois, j'avais la date qui était prévue, j'avais la date qui était prévue, enfin tout était prévu, et donc je suis allée une semaine avant pour voir l'anesthésiste. Et en fait, Cécile, à ce rendez-vous avec l'anesthésiste, je sais pas ce qui m'a pris, c'est sorti tout seul. Je lui ai dit, en fait, non, je vais pas la faire cette opération. Waouh. Donc il m'a regardé un peu surprise. Il m'a dit, ah bon, vous êtes sûre? Et je vais pas la faire. Et en fait, j'ai même pas réfléchi avant d'y aller que j'allais lui dire ça. C'est vraiment, voilà, sorti spontanément. Et je suis sortie de son bureau de son bureau avec une sensation, mais de légèreté telle, Cécile, c'est indescriptible. En fait, j'avais vraiment l'impression de flotter, d'être sur un nuage. J'étais en totale apesanteur. En fait, je me sentais vraiment alignée avec ma décision. Et c'était une sensation, mais là, tu vois, quand je m'y reconnecte, c'est vraiment de plénitude, quoi. Et ça, c'est notamment grâce à cette personne qui m'a dit, quand moi je parlais de demi-poitrine ou de corps incomplet, que je voulais faire cette opération pour être complète, qui m'a dit, mais en fait, t'es déjà complète comme ça, je comprends pas de quoi tu parles. T'es déjà tellement femme, t'es déjà tellement belle, t'as un corps complet. Et j'en ai les larmes aux yeux, rien que d'y repenser, mais c'est des personnes comme ça qui m'ont inspiré le plus. C'est tellement beau. C'est tellement beau et c'est tellement vrai, profondément. C'est normal que ça touche et que ça donne les larmes aux yeux. Vraiment, merci pour ce super témoignage. Merci à toi. Des personnes inspirantes. Vraiment, il n'y a vraiment pas besoin d'être célèbre, hein, n'est-ce pas, pour inspirer, le monde. C'est et ces personnes, tu vois, je disais que je me suis séparée il y a peu, ou des personnes qui sont peut-être moins là dans ma vie aujourd'hui, mais je leur suis d'une reconnaissance éternelle, en fait. Il n'y a pas de mots pour ça. Oui, je comprends très très bien. Merci Laetitia. Merci à toi. Alors maintenant, on passe à la 4e question. Donc, la chose qui te tient le plus à cœur aujourd'hui. La chose qui me tient le plus à cœur. Je pense que c'est transmettre, véhiculer l'idée qu'on peut se sentir vraiment bien dans son corps sans avoir forcément recours à la chirurgie, sans avoir besoin de traitements invasifs, donc la chirurgie, qu'elle soit réparatrice, reconstructrice ou plastique, qu'en fait tout se passe en soi, vraiment à l'intérieur de soi. Et que c'est pas des artifices qui vont, ou des choses qu'on va ajouter ou qu'on va modifier physiquement, qui vont changer comment on se perçoit et comment on se sent à l'intérieur de nous-mêmes. De la même manière qu'on n'a pas besoin de substances extérieures pour accéder à certaines choses de notre inconscient, pour se reconnecter à soi, on peut le faire nous-mêmes avec la respiration, avec la méditation, avec des pratiques qui nécessitent que notre corps et uniquement notre corps. Et en fait, c'est vraiment l'idée qu'on a tout en nous, on a toutes les ressources en nous. Après, si on ne sait pas les utiliser, on peut se faire accompagner par des personnes pour nous aider. Mais c'est vraiment cette idée qu'on a tout en nous. Moi, je trouve ça tellement tellement puissant de se dire ça. Et je suis tellement d'accord, c'est tellement la chose que personnellement, dans mon accompagnement, j'ai soutenue, tu vois, tout le temps, parce que cette autonomie, souvent, on la croit pas possible pour nous. C'est ça. Tu vois, donc je suis en parfait accord avec ce que tu dis. ouais, c'est ça. Et puis... Et en fait, que malgré le fait qu'on n'ait pas un corps parfait, qui soit dans la norme, qui corresponde on va dire au diktat de la société, au standard, au standard exactement, et on peut complètement s'accepter
se réapproprier son corps, réaccepter son corps, et être dans son féminin, même si on n'a pas la poitrine parfaite, idéale. Après, voilà, c'est pas quelque chose qui est simple, c'est pas comme ça en un claquement de doigts. Tu vois, moi, parfois, il y a des jours où je me sens complètement bien. Enfin, moi, je n'ai pas de prothèse ni rien, donc voilà, on voit totalement que j'ai qu'un sein. Il y a des jours où je suis complètement à l'aise avec ça, et puis il y a des jours où je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire waouh, en fait, c'est choquant, c'est pas beau. Ou voir un film et me dire là, j'aurais jamais cette poitrine de cette femme qui est magnifique. Et en fait, mais je pense pas que tu vois le fait peut-être que je peux me tromper, hein, mais je pense pas que le fait d'avoir recours à la chirurgie m'aide pour me sentir mieux. Ça aiderait juste sur l'apparence physique, c'est de comment les autres me voient, mais pas de comment moi je me perçois à l'intérieur de moi et voilà. Oui, et puis c'est un cheminement, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est un cheminement. Oui, complètement. Mais c'est beau de raconter ses vulnérabilités aussi, tu vois, parce qu'on pourrait se dire, ah bon, bah ça y est, elle a dépassé le truc, et tout. Mais non, tu reconnais bien que certains jours c'est ok, et certains jours ça ne l'est pas. Bien sûr, ouais, bien sûr. Bah, c'est comme quelqu'un qui souffre énormément d'anxiété, par exemple, et elle va peut-être avoir développé des méthodes pour se sentir mieux, et puis il y a un jour ou quelques jours dans le mois ou dans l'année où elle va vraiment se sentir pas bien, et voilà, c'est un chemin qui est perpétuel, qui est peut-être le chemin d'une vie, de ce qu'on est venu incarner et ce qu'on est venu apprendre, mais voilà, on évolue, et petit à petit ça va de mieux en mieux. Tu vois. Oui. Après, voilà, moi, je me suis fait aider par plein de choses. Il y a eu, il y a eu ces médecines, il y a eu le breathwork qui m'a énormément aidée, refaire beaucoup de danse, essayer même le pole dance, des cours de heels, tu vois. Donc, vraiment, des trucs, voilà, pour affirmer sa féminité, sa sensualité. Et faire de la photo avec une photographe artiste que j'adore, que j'admire, qui m'a aussi aidé, voilà, à réaccepter l'image de moi même avec donc un sein en moins où vous voyez la cicatrice, etc. Et ça a été une aide incroyable, tout ça. Magnifique, waouh. Oui, je comprends. Waouh. Et donc alors maintenant je vais te demander quels sont tes projets pour l'année à venir. Alors maintenant l'année est bien en cours, hein, alors on va dire sur les 12 mois à venir. Sur les 12 mois à venir. Je développe en fait mes projets liés du coup aux médecines alternatives et à l'accompagnement notamment des femmes pour se réapproprier leur corps, pour le réaccepter. Donc je vais lancer un programme d'accompagnement vraiment donc pour les femmes, spécifiquement pour elles, pour incarner leur féminité, se sentir sensuelles, peu importe leur corps. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et à côté de ça, je suis en train de travailler avec un ami sur un programme pour activer le troisième œil, donc notamment grâce au breathwork. Et voilà, pour avoir accès à ces expériences d'expansion de conscience soi-même, sans rien prendre d'extérieur. Parce que voilà, comme je te disais, je pense qu'on a tout en nous, on en a déjà parlé. Oui. Donc voilà, il y a ça, et aussi le lancement d'une application avec 2 amis, toujours autour des médecines alternatives, sur lesquelles on travaille d'arrache-pied. Alors, elle consistera en quoi, cette application ? L'application, elle permettra en fait de recenser tous les événements de groupe, toutes les retraites, les stages, les formations liées aux médecines alternatives. Par exemple, si j'ai envie de tester les constellations familiales, de tester le breathwork, ou alors que j'ai envie de travailler sur le couple, sur l'estime de moi, sur le stress, si j'ai envie de faire un séjour de jeûne, par exemple, etc., etc. Donc, tout sera recensé dans cette application. Enfin, on aimerait que ce soit un espace où les gens puissent trouver
ce qui peut les aider en fait. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai tellement eu du mal à trouver ça quand j'étais pendant le cancer, parce que je connaissais pas de personnes qui étaient dans ces milieux-là, donc je savais pas trop vers qui me tourner. J'ai vraiment eu du mal. Que j'aimerais bien avoir un espace où les gens puissent tout trouver facilement et que ce soit complètement gratuit pour eux, gratuit pour les thérapeutes. Voilà. Waouh. Merci Laetitia, c'est vraiment très très enrichissant ce partage du jour. Vraiment, je souhaite que ça soit vraiment aussi enrichissant pour les auditeurs, les auditrices. Merci beaucoup. Je t'en prie Cécile, c'était vraiment un plaisir de répondre à tes questions. Merci pour ta gentillesse et ta bienveillance aussi qui met en confiance. Vraiment, c'est bon, ça fait partie de moi, donc je sais pas. Alors j'accepte le compliment, mais et puis on te retrouve bientôt pour le 2e podcast aussi. Ouais, super, génial. Merci avec Laetitia, plaisir. Avec plaisir aussi. Au revoir. Merci à toi Cécile. Au revoir aux auditeurs. Au revoir aux auditeurs. Merci.